Je m'appelle Antonin Braun, je suis le directeur technique d'Aquila Data Enabler, une société de conseil en intelligence artificielle et data science. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu des LLM, donc des modèles type ChatGPT, de comment est-ce que vous pouvez les utiliser aujourd'hui sur votre documentation, vous présenter un peu les concepts autour de ce qu'on va appeler le RAG, et déjà voir les limites de cette méthode, là où il faut les appliquer, et voir comment on peut aller plus loin. Alors je suis désolé pour un peu tout le monde, parce que les niveaux de connaissance de la salle, je ne les connais pas. Donc je vais repartir des bases et je vais essayer d'aller le plus loin possible avec tout le monde. Donc les modèles de langage, les large language models, qu'est-ce que c'est? C'est des modèles de machine learning qui ont réussi à apprendre sur un énorme dataset qui représente de la connaissance sur notamment Internet, mais pas que, et sur lesquels on a entraîné des modèles à comprendre et à prédire la suite des textes. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre un texte et être capable, à force d'en avoir vu, de prédire la suite des mots. Et c'est avec ça qu'il comprend. Donc ça, aujourd'hui, vous pouvez aller sur votre modèle préféré, que ce soit ChatGPT, Mistral le chat ou des modèles open source accessibles gratuitement. Vous pouvez lui poser une question et dans sa connaissance, il va avoir de l'information qui va pouvoir vous restituer. Ces modèles-là, ils sont très intéressants, ils ont beaucoup de capacités et beaucoup de connaissances, mais c'est des modèles génériques et des modèles qui vont être capables de traiter des contextes et des informations qui sont génériques. Donc on peut aller les spécialiser et travailler le plus possible en profondeur pour leur apprendre votre langage à vous, comprendre le nom de vos équipes, de vos produits, spécialiser sur un domaine ou un vocabulaire particulier. On peut travailler autour de la tonalité, de comment ils vous répondent. Et pour ça, ça dépend beaucoup de la data que vous avez, jusqu'où vous voulez aller, et l'argent que vous avez pour les entraîner. Pour vous donner un petit ordre d'idée, donc les 4 étapes que je mets là, qui sont des étapes génériques, mais on a ici donc le fait de donner du contexte. Donc dans le texte que vous lui mettez, en plus de lui poser une question, vous pouvez lui expliquer ce que vous voulez comme réponse, lui donner des informations sur votre vocabulaire. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui vous permet d'aller plus loin. Ça prend un peu de temps, ça coûte rien. Vous pouvez mettre des informations, et ce dont je vais vous parler par la suite, qui vient d'une grosse base documentaire avec une phase de sélection des bonnes parties pour le mettre dans le contexte. Vous pouvez aller spécialiser votre modèle, l'adapter. Donc ça, c'est quelque chose qui vous demande d'avoir quelques centaines, quelques milliers d'exemples et qui va vous coûter entre, on va dire, 200 et 1000 euros à établir en termes de calcul. Ou vous pouvez repartir pour être capable de prédire, par exemple, des molécules et travailler sur des gros modèles si vous avez besoin de réentraîner un modèle. Mais là, il vous faudra quelques millions d'euros et à peu près 6 mois avec une équipe de top niveau. Je parlais des différents types de modèles, c'est là dans les slides pour que les gens puissent y aller facilement en cliquant. Je mets cette slide pour tout le monde qui utilise ChatGPT et les différents modèles de manière générique. Il y a des choses qui vont améliorer votre vie quand vous les utilisez, ces modèles-là. C'est de leur donner ces 7 exemples et ces 7 tâches que vous pouvez mettre dans votre prompt. Donc, lui donner un rôle. Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais c'était très vrai par le passé. Ça améliore fortement la manière dont il répond. Lui expliquer la tâche, lui donner un objectif en lui donnant du contexte. Donc lui expliquer, lui donner des exemples, être capable de lui montrer ce que vous attendez par rapport à un exemple générique. Ça va fortement améliorer les résultats. Lui expliquer quelles étapes il peut réaliser pour arriver à la réponse. Lui expliquer ce que vous ne voulez pas et être capable de dire le format dans lequel vous voulez la réponse. Donc ça, c'est quand on utilise un modèle générique. Alors comment on fait quand on a une base de données, de documents en interne et qu'on a des milliers, des millions de documents et qu'on veut pouvoir poser des questions dessus? On va utiliser ce qu'on appelle le Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire que le modèle va être capable de prendre la question, la query qui est ici, va aller chercher dans la base documentaire les paragraphes dans les documents qui sont le plus proche de cette requête, qui semble être le plus proche de cette requête, va les intégrer dans le prompt précédent que je vous montrais en tant qu'exemple et en tant que contexte, et va ensuite générer la réponse. Ce que ça permet de faire, c'est
d'éviter d'avoir à aller chercher soi-même dans les documents pour donner des exemples et permettre de mettre toute une base de connaissances accessible au modèle. Alors, pour faire ça, en fait, on fait ça en 2 étapes et demie, on va dire. L'idée de départ, c'est qu'on va prendre chacun des documents et on va les découper en ce qu'on appelle des chunks, donc découper en petites parties chacun des documents pour que ça puisse rentrer dans le contexte et qu'on puisse lui donner quelques exemples qui sont pertinents. Cette partie-là, on va le voir juste après, c'est une partie qui est vendue par les différents providers que vous pouvez avoir comme une partie qui est très simple. Et c'est là où souvent est la clé du problème, de savoir comment est-ce qu'on découpe un document pour garder le sens de chaque paragraphe et le sens inhérent à chaque paragraphe dans l'information et le rendre disponible au modèle. Une fois que vous avez tous vos paragraphes et vos bouts de texte, ce que le modèle va faire, c'est qu'il va effectivement aller chercher dans chacun de ces paragraphes lesquels sont les plus proches de la question que vous avez posée et les fournir au modèle de langage. Donc, il va en fournir combien, ça dépend de ce que vous voulez et comment vous allez travailler avec votre modèle et la taille du contexte. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est complètement automatique ensuite, et donc le modèle va être capable de répondre aux questions en citant les paragraphes et les informations dans les documents qu'il vous a fournis. Alors, ces méthodes, ça marche très bien. Je vais vous donner deux exemples de cas sur lesquels on a pu l'appliquer. Donc, nous, on a travaillé avec le ministère de la Défense et la DGA sur de l'analyse, par exemple, de réponses à cahier des charges, des contrats qui passent avec leurs fournisseurs pour être capable d'établir des convenances de prix. Donc, typiquement, dans ce modèle-là, ce qu'on va faire, c'est que lorsque quelqu'un a besoin d'une information sur un item, un radar, une prestation intellectuelle qu'il va chercher, on va permettre d'aller chercher les informations dans les différents documents, qui étaient des scans. Il y a quelques dizaines de milliers de documents, et d'apporter des réponses sur quel est le prix standard d'une formation pour un drone, par exemple, dans le cadre de cet établissement. Donc là, ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Je vous parlais du chunking, on a dû aller un peu plus loin que les méthodes standards parce que les paragraphes en eux-mêmes, dans des grands documents qui font quelques centaines de pages, ils ont rarement du sens. Donc il faut recontextualiser les paragraphes avec une vue métier, les réécrire si vous voulez avant de les transformer pour donner l'information au modèle. On a travaillé aussi avec un client dans l'énergie sur travailler sur de l'automatisation, d'extraction d'informations dans des contrats, donc être capable d'établir de l'audit automatique sur des contrats, aller chercher des clauses et différents éléments dans une base juridique. Un élément clé de ce projet, c'est que aujourd'hui les large language models ne connaissent pas le nom de vos projets. Et si jamais vous êtes très créatif dans vos entreprises et que vous donnez des noms d'animaux par exemple à vos projets ou que vous donnez des noms qui sont des noms communs parce que ça fait bien sur l'anagramme, ça va perturber le modèle très fortement parce qu'il va se demander qu'est-ce que le projet Falcon fait au milieu et pourquoi il y a un faucon au milieu de cette phrase alors que c'est pas ça qu'il attend. Et ça peut perturber fortement les modèles. Donc on a travaillé sur des méthodes de masking pour aller chercher ces noms propres et les transformer en noms génériques pour l'exploitation. Alors, ça c'est génial, ça marche super bien, ça marche sur tout type de documents. Pas complètement, il faut être capable d'aller plus loin. Je vais vous montrer un peu des documents un peu plus compliqués que ceux standards. Donc là, c'est un projet qu'on a avec une entreprise dans l'énergie où on va devoir étudier, alors c'est des documents qui ont été génériques, mais sur des très grands tableaux qui sont dans des documents, des plans et différentes informations. Alors pourquoi c'est compliqué avec les méthodes de RAG, ces recherches-là, c'est que aller prendre la moitié d'un tableau et en faire un bout d'information, ça marche pas naturellement. Un tableau, c'est pas uniquement un texte, c'est de l'information en colonne, en ligne. Il y a un contexte souvent dans le paragraphe précédent qui explique le tableau et il faut être capable de croiser l'information. Donc même si aujourd'hui on a des modèles très performants qui sont capables d'analyser des tableaux, notamment avec les Visual Language Models, la stratégie de RAG, elle fonctionne assez mal avec ce type de document. Le deuxième cas très complexe qu'on peut avoir dans une base documentaire réelle, c'est que y a rarement une seule version dans votre base documentaire de chaque document. Il y a souvent des versions, il y a souvent des évolutions, et ça, le modèle, il va aller chercher chaque paragraphe et penser que chacun a la même véracité. Or, il y a de l'information à aller chercher sur peut-être qu'on veut une V finale, peut-être qu'on veut
une V ingénieur ou différentes vues. Et le troisième aspect, c'est que souvent, les questions qu'on se pose sur les documents, l'information, elle n'est pas à un seul endroit et elle n'est pas monolithique. Donc en fait, on ne veut pas aller chercher juste ce qui ressemble à notre question, on veut être capable d'avoir des étapes, c'est-à-dire aller chercher les informations d'un document, les croiser avec celles d'un deuxième pour sortir une réponse qui est réfléchie avec ces deux informations. Et donc la structure même fondamentale des modèles de Retrieval Augmented Generation ne permettent pas de répondre à ce type de questions. Donc aujourd'hui, ce qui existe, et je vais aller assez rapidement dessus pour aller plus loin dans cette méthode que le RAG, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui les agents. C'est-à-dire que l'idée derrière les agents, c'est toujours d'utiliser ces modèles de langage, mais d'être capable de les appeler plusieurs fois pour aller chercher de l'information et de leur fournir des outils. Je vous donne un exemple concret. En fait, ce qu'on va demander une fois que le modèle a reçu la question, c'est d'être capable de faire de la planification, comme nous on ferait. Quand on nous demande quelle est la moyenne des chiffres d'affaires des entreprises du CAC 40, la première chose qu'on a à faire, c'est aller chercher les entreprises du CAC 40. Une fois qu'on a cherché ça, aller chercher les informations sur leurs informations financières. Et ensuite, être capable d'aller travailler et faire la moyenne. Cette partie de planification qui demande de faire 3 appels spécifiques au modèle, c'est ça qu'on va lui demander dans cet aspect de planification. Donc il y a une première étape autour de ça. Il y a une étape qu'ici, j'ai pas forcément mis en place, mais qui est essentielle. Aujourd'hui, la plupart des projets de RAG qui échouent, c'est aussi parce qu'on a mal expliqué aux utilisateurs comment est-ce qu'il fallait les utiliser. Ils vont poser des questions qui sont soit trop vagues, soit qui demandent d'exploiter quelque chose que le RAG ne peut pas exploiter. Si je vous demande de faire les grandes tendances qui sortent de tous les articles scientifiques sur les LLM aujourd'hui, que vous lui donnez toute la base archive, il va pas pouvoir parce que le principe même d'aller sélectionner les 5 meilleurs paragraphes, ça permet pas de faire ça. Donc en fait, être capable d'aller reboucler et demander de l'information pertinente à l'utilisateur, c'est une partie essentielle de l'utilisabilité de ces modèles-là. Enfin, on va lui fournir ce qu'on appelle des outils, c'est-à-dire lui dire t'es pas obligé d'utiliser uniquement les textes en mode brut, tu peux être capable d'utiliser une base de données et de faire une requête SQL dessus. C'est du texte, une requête SQL, donc vous pouvez demander de la générer, de l'exécuter, de récupérer l'information, et ainsi ne pas exploiter que les documents ou les tableaux de manière brute, mais pouvoir utiliser la structure des bases de données pour extraire de la valeur dans les différentes informations. On peut lui donner un outil qui lui permet d'aller chercher sur Internet, taper une requête Google, récupérer les résultats, les analyser. Et on peut lui dire aussi d'évaluer, c'est cette phase de raffinement interactif, lui dire d'évaluer la quantité d'informations et la qualité de l'information contre la question qu'il a. Est-ce qu'il a suffisamment d'infos pour répondre? Est-ce qu'il faut qu'il aille rechercher une deuxième fois sur Internet avec une requête plus précise? Est-ce qu'il faut qu'il soit capable de restructurer, de refaire une requête parce qu'elle a échoué ou parce que l'information remontée n'est pas suffisante? Ça, c'est des méthodes qu'on peut faire directement dans les agents et qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'exploitation des documents. Aujourd'hui, donc sur ces, je vous ai mis un exemple concret ici, donc une analyse dans l'énergie, nous qu'on a eu à faire, où on a une requête qui est assez compliquée autour de performance de centrale, et aujourd'hui, voilà la partie planification, c'est-à-dire que le modèle a estimé qu'il y avait 5 étapes à réaliser, qui sont ici et que je ne vais pas forcément détailler, mais sur ces 5 étapes, il va être capable d'aller appeler le bon outil pour aller chercher l'information dans des sources très différentes les unes des autres pour pouvoir apporter un summary, apporter une réponse qui va utiliser des données réelles, donc ce qui va limiter les hallucinations, parce que cette réponse-là, il pourrait avoir été la chercher dans son dataset d'apprentissage. Quelqu'un a déjà communiqué sur le rendement de ses centrales sur Internet, donc on veut pas qu'il prenne cette information-là, on veut qu'il prenne l'information de nos documents, et donc c'est important d'être capable d'aller chercher l'information pertinente là-dedans. Je finirai avec 2 cas d'usage qu'on a pu réaliser, notamment au travers de tout ce qui est contradiction dans une base documentaire. Aujourd'hui, il y a une norme qui évolue. Vous avez des protocoles, des contrats, des fournisseurs, et vous voulez être capable de savoir si l'évolution de la norme va influencer votre production. Aujourd'hui, il y a une problématique quand on pose juste la question au modèle de RAG, c'est que
le contexte de la norme et le langage dans lequel elle est écrite, que ce soit les unités, les valeurs, le protocole sur lequel elle est évaluée, il peut être très variable et dans un langage particulier. Donc là, l'idée, nous, des agents qu'on a créés, alors, outre le fait qu'ils sont capables d'aller chercher de l'information dans différents éléments, c'est qu'on va être capable d'extraire les différents textes et les informations et de recontextualiser dans le langage de la norme ces informations pour les comparer. Et ça évite énormément de faux positifs dans ce cadre-là. Un deuxième exemple, c'est ce que je vous montrais un peu tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour traiter des documents industriels qui sont composés de dizaines et des dizaines de tableaux. On a des documents de plus de 1000 pages de maintenance et sur lesquels chaque tableau il se ressemble. Si c'est par exemple les performances de résistance en température de toutes les vis d'un moteur, les différents tableaux ils se ressemblent beaucoup. Donc il nous faut des agents qu'on a guidés, qu'on a un peu entraînés sur du langage métier, sur comment aller identifier le bon tableau pour travailler d'abord sur une présélection avant d'aller chercher la réponse. Et en plus de ça, ici, on travaille vraiment sur du multimodal parce qu'on est aussi capable d'interroger des images pour aller chercher de l'information, pour aller chercher des valeurs par la suite sur des plans. Voilà, j'arrive à peu près au bout de la présentation. Ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les LLM, ça apporte beaucoup d'informations en brut, et c'est des outils qui sont formidables et qui avancent beaucoup. Ils ont des limites dès qu'on a besoin de les mettre en production automatique, qu'on répond à des gens qui ne sont pas forcément formés à analyser leurs réponses. Donc, pour travailler là-dessus, le RAG, c'est une vraie bonne première étape. C'est-à-dire que contextualiser sur vos documents les LLM, ça permet de limiter énormément les réponses aberrantes et de donner dans un langage les informations à l'utilisateur, notamment interne, mais qui connaît. Et enfin, tout ce qui est Agentic RAG, ça permet d'aller plus loin pour travailler vraiment sur vos données et sur l'ensemble de vos données en entier. Merci beaucoup. Et je suis disponible s'il y a des questions.